qui sera leur rocher, leur bouclier, leur forteresse, Seigneur. Ceux qui sont malades parmi nous, Seigneur, donne-leur la santé. Ceux et celles qui se préparent pour aller, Seigneur, à la Mecque, veille sur eux. Amène les saints et sauf et ramène les saints et sauf, Père éternel. Exauce toutes les prières qui sont dites en ton honneur et en ta gloire. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. J'invite la secrétaire parlementaire Fanta Conté de procéder à l'appel nominal. Honorable conseiller Elhadj Abdou Karim Dioubate. Honorable conseiller général Abdoulaye Keita. Honorable conseiller Elhadj Abdoulaye Dima Dabo. Honorable conseiller Abou Kaba. Présent. Honorable conseiller Aboubakar Sidiki Mara. Honorable conseiller Aboubakar Koli Kourouma. Honorable conseiller Aboubakar Sidiki Sissé. Honorable conseiller Elhadj Amadou Toba. Honorable conseiller Ahmed Tidiane Silla. Honorable conseiller Dr Aïssata Mariam Souma. Présente. Honorable conseiller conseillère plutôt Aïssata Kamara. Honorable conseillère Aïssatou Dianlo. Présente. Honorable conseiller Aliou Badara Thiam. Honorable conseiller Dr Alpha Abdoulaye Dianlo. Présent. Honorable conseiller général 2e section Amadou Kaba. Honorable conseiller capitaine de Venso Amadou Sow. Honorable conseillère Amina Taba. Honorable conseiller commissaire divisionnaire André Bangoura. Honorable conseillère Asma Oubari. Honorable conseiller Bademba Balde. Honorable conseiller Bangali Chérif. Honorable conseiller Bangali Genessa Kourouma. Présent. Honorable conseiller Dr Dansa Kourouma. Présent. Honorable conseiller Dominique Pogomou. Excusez. Honorable conseillère Dorcas Nema Dione. Honorable conseiller Elhadj Seni Fassine Silla. Honorable conseillère Fanta Conté, présente. Honorable conseillère Fatima Kamara. Honorable conseillère Fatou Lokaba. Honorable conseillère Fatmata Yebeba. Honorable conseillère Fatmata Diallo. Honorable conseillère Fatmata Lamaranaba. Honorable conseillère Fingi Kamara. Présente. Honorable conseiller Gilbert Andega Kamara. Honorable conseiller Amidou Kamara. Honorable conseiller professeur Hassan Ba. Honorable conseillère Rawa Bangoura. Honorable conseillère Dr Rawa Diakité. Honorable conseiller Ibrahim Sorel Keita. Honorable conseiller Ismaël Kabassé Samoura. Honorable conseiller Ismaël Kondé. Présent. Honorable conseiller Monseigneur Jacques Boston. Honorable conseiller Jean-Paul Cotin-Bendou. Honorable conseiller Cabinet Kamara. Honorable conseiller Dr Lasseni Chérif. Honorable conseiller Dr Lassana Fofana. Honorable conseiller colonel Laïban Fakonde. Honorable conseillère Radia Maïmouna Yombuno Bangoura. Honorable conseillère Maïmouna Bari. Présente. Honorable conseillère colonel Maïmouna Sidibé. Honorable conseillère lieutenant Mamassani Beavogui. Honorable conseiller Mamadou Fadia Balde. Honorable conseiller Mamadou Bailo Diallo. Honorable conseiller Elhadj Mamadi Keita. Honorable conseiller Dr Mamadi Kaba. Honorable conseiller Mamadi Fonfo Kamara. Honorable conseiller Elhadj Mansa Moussa Sidibé. Honorable conseillère Radia Mariam Touré. Honorable conseillère Massoud Bari. Présente. Honorable conseillère Mao Soumano. Honorable conseiller colonel Mohamed Lamine Diallo. Honorable conseiller maître Mohamed Traoré. Honorable conseiller Mohamed Ali Kiam. Honorable conseiller Mohamed Kaba. Honorable conseiller Mohamed Victor Bangoura. Honorable conseiller Mohamed Lamine Bangoura. Honorable conseiller Mohamed Lamine Diallo. Présent. Honorable conseiller Mohamed Nabi Silla. Honorable conseiller Moridouno. Honorable conseiller Guamou Fabara Kone. Présent. Honorable conseiller général Pépé Roger Sagnou. Honorable conseiller Salia Kamara.
conseillère Saran Traoré. Honorable conseiller Sayo Mara. Honorable conseiller Sekou Doré. Honorable conseiller Sen Makouya. Honorable conseillère Seni Tonamou. Honorable conseiller Seni Kamara. Honorable conseillère Tigidanke Traoré. Honorable conseiller Yamoussa Sidibé. Honorable conseiller Yamoussa Touré. Monsieur le Président, suite à l'appel nominal de ce jeudi, la physionomie de la salle se présente comme suit. Inscrits 81 conseillers nationaux, présents 69, excusés 10, absents 2. Le quorum étant atteint, Monsieur le Président, cette plénière peut valablement se tenir. Je vous remercie. La séance est ouverte. Honorables conseillers nationaux, avant de vous soumettre la proposition d'ordre du jour de la plénière, je me fais le devoir, comme d'habitude, pour présenter les invités qui ont bien voulu honorer de leur présence à l'occasion de cette séance plénière consacrée au débat d'orientation constitutionnelle, le passage des institutions constitutionnelles. Au titre des institutions, nous avons la présence du premier président de la Cour des comptes, M. Sa Joseph Kadouno. La haute autorité de la communication est représentée par son président, M. Boubacar Yassine Diallo, le grand chancelier des ordres nationaux de mérite, ou la grande chancellerie, est représenté par le grand chancelier, le général Ibrahima Diallo. La Chambre des notaires de Guinée est représentée par son président, Maître Kamara Kandé Oumar. Et ces trois acteurs importants sont accompagnés par une forte délégation de part et d'autre. Et je vais me faire le devoir d'énumérer quelques noms. La Cour des comptes, il y a Adia Adama Magasuba, chargé de communication. Il y a M. Sekou Amadou Fofana, secrétaire général. M. Mamadou Saliou Diallo, procureur général. M. Mokhtar Ba, président de chambre. Et M. Nyankoyi Florentin Haba, président de chambre. Et la grande chancellerie, en plus du grand chancelier, il y a Maître Amara Bangoura, secrétaire général, et l'âge Amadou Saraba, directeur de la logistique. La haute autorité de la communication, le président est accompagné par une forte délégation. Madame Fanta Dopavogi, commissaire. Madame Mariama Naïté, commissaire. El Az Djelimori Djoubate, commissaire. Madame Oumoul Khairou Sherif, commissaire. Monsieur Amadou Touré, commissaire. Madame Kene Diaby, commissaire. Et Madame Mariama Donzo, commissaire. Ce sont les invités qui accompagnent les présidents de ces institutions constitutionnelles. Lors du jour de la plénière de ce jeudi 1er juin 2023, porte sur le passage des institutions républicaines, notamment
et je voulais mieux dire, des institutions constitutionnelles, la Cour suprême, la Cour des comptes, la Haute Autorité de la Communication, la Grande Chancellerie de l'Ordre national du mérite et la Chambre nationale des notaires, qui est une organisation socio-professionnelle, au débat d'orientation constitutionnelle. Honorables conseillers, quels sont ceux qui sont pour l'ordre du jour? Veuillez lever la main. Baissez. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention. L'ordre du jour de la plénière de ce jeudi 1er juin 2023 est adopté à l'unanimité. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, le Grand Chancelier, Monsieur le Président de la Chambre nationale des notaires de Guinée, distingués invités, et nous allons tout à l'heure vous donner la parole selon l'ordre d'inscription pour vous exprimer devant la représentation nationale en ce qui concerne votre part de contribution pour l'écriture de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Et nous avons dit lors du symposium, en présence d'ailleurs, présence rehaussée par le chef de l'État, président de la transition lui-même, que nous allons écrire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Pour atteindre ce but commun, nous avons cru devoir associer à nos travaux toutes les composantes essentielles de la vie pour passer devant nous, donner leur part de contribution. Et ce travail qui se déroule aujourd'hui, en tout cas concernant les institutions constitutionnelles, a été précédé par la mise à disposition d'un ensemble de documents qui devait permettre à vos différentes institutions d'être au même niveau d'information que nous. Et les documents étaient accompagnés naturellement par des termes de référence et des questions en tenant compte des différents segments de la Constitution. 20 jours après la réception des documents, nous sommes là aujourd'hui pour écouter votre communication. Et la durée est de 20 minutes par intervenant. Je précise une fois encore que le débat porte sur la Constitution. Et des questions ont été adressées bien avant. Il est essentiel que vos interventions doivent tenir compte des termes de référence. Nous avons d'autres séances d'interaction avec les acteurs de la vie nationale, qui sont les questions orales et écrites, les débats sur les questions d'actualité. Il y a d'autres opportunités pour s'exprimer sur d'autres sujets de la vie nationale. Mais le débat d'orientation constitutionnelle est focalisé sur la Constitution. Ce n'est même pas les lois organiques, mais la Constitution. Quand le débat sur les lois organiques sera lancé, nous vous entendrons également en fonction de votre centre d'intérêt
sur ces lois organiques. Je fais ce rappel parce que nous avons eu un incident hier et qui s'interprète de différentes manières, mais ceci est clair et net. Le débat sur la Constitution n'est pas une opportunité pour régler des comptes personnels. Chacun doit prendre les précautions, se prémunir des précautions nécessaires pour être conforme aux termes de référence de ce débat. Je voudrais faire ce rappel avant la poursuite du débat pour que l'opinion qui nous écoute soit bien informée. Notre volonté est d'être précis et circonscrit sur la Constitution, qui est notre responsabilité, notre mission assignée par la Charte de la transition. Nous ne sommes pas un conseil de discipline où nous devons écouter les griefs entre les membres d'une corporation. Et il y a le principe de la séparation des pouvoirs qui exige de nous de préserver le périmètre de nos prérogatives qui sont clairement circonscrits, sauf si on veut faire exprès pour sortir hors de ce périmètre. Et je voudrais, avant d'inviter nos honorables et distingués invités, pour préciser que notre débat, le temps qui est imparti est de 20 minutes, on ne peut pas se permettre, malgré ce petit temps, de faire d'autres tours sur d'autres sujets qui ne nous concernent pas, qui ne concernent pas la Constitution. Ce message n'est pas pour les présidents des institutions qui sont là aujourd'hui, c'est un rappel et une reprécision sur d'autres types d'acteurs qui représentent des corporations. Nous ne venons pas ici pour connaître les problèmes et les différends au sein des membres d'une corporation. Nous voulons l'analyse, l'expertise de la corporation sur la nouvelle Constitution. Mais pas seulement ce qui touche votre corporation, mais tous les aspects de la Constitution, tous les points de la Constitution méritent votre contribution. Je vous remercie pour votre aimable attention. À présent, je vais inviter Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes pour s'adresser à la représentation nationale en ce qui concerne leurs attentes, préoccupations, contributions et d'ailleurs recommandations pour la nouvelle Constitution et texte essentiel qui doit marquer naturellement le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. En plus de ce débat, nous avons la plateforme www.debatcitoyen.org qui est déjà active pour recueillir les contributions des différents acteurs de la vie nationale qui n'ont pas eu l'opportunité de se déplacer ici. Et nous avons le 10-13. Et le 10-13 est un numéro. Il n'est pas vert, permettez-moi, il est bleu, parce que vert, ça veut dire que celui qui appelle ne consomme pas d'unité. Vous ne consommez pas suffisamment d'unité, c'est pourquoi il est bleu. Donc, il est extrêmement important, ceux qui n'ont pas accès à Internet et qui veulent poser des questions ou donner des contributions pour la nouvelle Constitution, ils peuvent appeler ce numéro. Il y a un call center qui a été mis en place à cet effet. Les autres acteurs qui n'ont pas eu l'opportunité de passer à cette plénière peuvent nous envoyer des contributions écrites, soit via la plateforme ou en passant par le secrétaire général du Conseil national de la transition. Monsieur le Premier Président, qu'il vous plaise de prendre la parole. Je dis bonjour à tous. Je souhaite que toutes les prières qui ont été dites ce matin par nos religieux, que ces prières soient exaucées par le Dieu Tout-Puissant. Et que la paix de Dieu soit toujours avec nous et que son Esprit Saint nous guide dans nos travaux pour que nous soyons satisfaits de la nouvelle Constitution. Au
Honorable Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs en vos qualités, rangs, grades, tout protocole observé. En réponse à la lettre d'invitation numéro 174 du 6 mai 2023 du président du CNT portant sur le débat d'orientation constitutionnelle, la Cour des comptes de Guinée est très heureuse de participer à ce débat et remercie le CNRD et le CNT. Nous adhérons à cette démarche et nous donnons notre contribution sur le point 5C, précisément sur la Cour des comptes. Les autres points seront abordés par écrit. Donc ce point 5C, nous l'abordons en 3 points. Le premier, c'est nous ferons un bref aperçu historique sur la Cour des comptes. Le deuxième, nous allons aborder l'ancien article 116 de la Constitution de 2010, qui rappelle les attributions de la Cour. Et le point 5C3, ce sont les propositions de la Cour des comptes dans la nouvelle Constitution. Abordant donc le premier point, aperçu historique sur la Cour des comptes, je rappelle que c'est en 1967 que la Cour des comptes de Guinée a été créée, rattachée au ministère du contrôle d'État, puis à la présidence de la République. En 1991, la Cour devient chambre des comptes de la Cour suprême. En 2010, elle renaît avec la Constitution de la même année. En 2012, le décret sur le règlement général de la gestion publique et la comptabilité publique consacre la Cour des comptes comme institution supérieure de contrôle a posteriori des finances publiques. En 2013, la loi 046, modifiée par la loi 066, fixe les attributions, l'organisation et les règles disciplinaires de ses membres. En 2016, donc 3 ans après, il y a eu la nomination des magistrats à la Cour des comptes. En 2017, de 2017 jusqu'à 2020, la Cour des comptes a présenté les différents rapports qu'elle a produits au président de la République et à l'Assemblée nationale. Rappelons qu'en 2020, il y a eu un référendum, il y a eu une nouvelle constitution et il y a eu des élections présidentielles. Je ne rentrerai pas dans le détail de ça puisque cette constitution a été abrogée. En 2021, donc, en septembre, après la prise du pouvoir par l'armée, il y a la suspension de la constitution et des institutions républicaines. Le 16 septembre de la même année, il y a par ordonnance numéro 02 du CNRD, du 16 septembre 2021, la Cour des comptes, la Cour suprême et la Haute autorité de la communication ont été réhabilitées. La Cour des comptes, dans la Constitution de 2010, en son article 16, dit ceci. La Cour des comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives. Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques, et de tout organisme et institution bénéficiant du concours financier de l'État. Elle connaît également des comptes de campagne électorale et de toute matière qui lui est attribuée par la loi. La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations de biens telles que reçues par la Cour constitutionnelle. Elle élabore et dresse un rapport au président de la République et à l'Assemblée nationale. La composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres sont fixés par une loi organique. La troisième partie, donc, c'est la proposition de la Cour des comptes pour cette nouvelle constitution. Au regard donc des propositions de thématiques que le débat contenues dans le débat d'orientation constitutionnelle, la Cour des comptes de Guinée propose donc sur le cas spécifique de la Cour des comptes. Elle propose 2 points. Qu'il soit maintenu, et tout ce qui concerne les attributions de la Cour dans l'article 116 de l'ancienne Constitution de 2006, soit maintenu sauf le premier paragraphe. Ce premier paragraphe, la Cour propose ceci. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.
Elle est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Elle juge les comptes des comptables publics, elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière aux bénéficiaires de fonds publics. La Cour veille au bon emploi des fonds publics et elle sanctionne les fautes de gestion. Les décisions de la Cour des comptes s'imposent aux autorités exécutives, législatives et à toutes les autorités administratives. Monsieur le Président, honorables conseillers nationaux, voici résumé la substance de notre contribution à ce débat d'orientation constitutionnelle que nous soumettons à votre haute appréciation. Je vous remercie. J'invite à présent Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Messieurs le Grand Chancelier de l'Ordre national du mérite, chers collègues, commissaires de la Haute Autorité de la Communication, chers cadres des autres institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à la suite des explications données par le président du CNT, regretter que la HAC n'ait pas reçu les documents cités. Nous avons reçu la lettre d'invitation qui n'était pas accompagnée de ces documents-là. C'est donc dans cette salle que nous découvrons qu'il y avait eu un canevas de travail sur la base duquel nous devions apporter notre contribution. Ceci a naturellement constitué une difficulté lorsque nous nous sommes retrouvés pour donner notre part de contribution à la nouvelle Constitution. Néanmoins, nous nous sommes concertés et nous avons cru devoir donner un certain nombre de propositions. Pour faire un peu l'historique de la Haute Autorité de la Communication, parce que j'ai cru comprendre qu'il faut le faire, son ancêtre, c'est le Conseil national de la communication, qui a été créé en octobre 1992. Et ce Conseil national de la communication a veillé sur la campagne médiatique des élections présidentielles de 1993, des élections législatives de 1995, entre autres. Elle était chargée en particulier de l'élaboration des conditions d'accès des partis politiques en lice ou des candidats en lice sur les médias du service public. Déterminer également le temps d'antenne et par la suite écouter, visionner les éléments de campagne pour éviter que des dérapages ne soient diffusés à l'antenne, et des censures étaient exercées lorsqu'il y avait des propos de nature à ébranler par exemple l'unité nationale ou à troubler l'ordre public. Et une fois que ces censures étaient exercées, le recours était possible devant la Cour suprême qui avait été créée quelque temps avant le Conseil national de la communication. Et bien sûr, ce Conseil national de la communication était également habilité
a délivré la carte de journaliste professionnel. Plus tard, cette institution a été remplacée par la Haute Autorité de la Communication dans la Constitution de 2010. En tant qu'instance de régulation dans cette Constitution-là, la Haute Autorité de la Communication avait, entre autres, comme prérogative, et en a encore, de veiller à la liberté de la presse dans la responsabilité. Et ensuite, des pouvoirs qui appartenaient au ministère de l'Information ont été transférés à la Haute Autorité de la Communication, notamment en matière de délivrance d'agréments et de la licence, ce qui lui donnait des pouvoirs de contrôle sur les médias. En 2020, avec la Constitution qui a été amendée, ce pouvoir d'agrément lui a été retiré et retourné au ministère de la Communication, ce qui entrave un peu l'exercice de neutralité vis-à-vis de ces médias-là. Je pense que ce débat viendra, comme le président l'a dit, et ce sera l'occasion d'en parler. Donc je disais que c'est un honneur pour la Haute Autorité de la Communication de prendre la parole devant votre auguste institution pour participer au débat d'orientation constitutionnelle au nom de la Haute Autorité de la Communication. Et pour répondre à la deuxième exigence, que pensons-nous de la Haute Autorité de la Communication? La réponse est naturellement oui. Il faut maintenir dans la nouvelle Constitution la Haute Autorité de la Communication en renforçant ses attributions pour qu'elle soit l'autorité indépendante qui soit capable de veiller sur le bon fonctionnement des médias et bien sûr en confortant la liberté de la presse, mais en même temps en faisant respecter les principes d'éthique et de déontologie et du respect de toutes les lois. Maintenant, concernant la Constitution elle-même, nous avons beaucoup hésité parce que nous avons estimé que la HAC ne devrait pas s'immiscer dans ce débat politique en tant qu'institution républicaine. Néanmoins, nous donnons un avis qui n'est pas contraignant, un simple avis. 1. Renforcer la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pour éviter la mainmise de l'exécutif sur les autres institutions, comme c'est souvent le cas. Et nous estimons que la justice doit être renforcée dans la nouvelle Constitution, notamment en ce qui concerne son indépendance. 2. Réduire le nombre d'institutions constitutionnelles au strict nécessaire pour éviter entre autres la réduction des dépenses de l'État. Et il n'est pas exclu que d'autres institutions qui aujourd'hui sont des institutions constitutionnelles pourraient revêtir le titre d'autorité administrative indépendante, comme c'est le cas dans certains pays voisins.
3, il y a un point qui focalise beaucoup le débat. C'est celui du multipartisme. Nous pensons qu'il faut mentionner dans cette Constitution le multipartisme intégral. À une condition que des mesures contraignantes pour la création et le fonctionnement des partis politiques soient adoptées. Et ces mesures permettront à terme le dépérissement des formations politiques qui ne répondent pas aux exigences de la loi. Nous pensons que si déjà il y a beaucoup de partis politiques, il y en a qui méritent d'exister et d'autres pas du tout. Comment faire? Est-ce qu'il faut les supprimer par arrêté? Nous pensons plutôt qu'il faut leur laisser mourir naturellement s'ils ne répondront pas à la nouvelle loi. Et je voudrais signaler que dans les conditions normales, même l'accès aux médias est proportionnel à la représentativité à l'Assemblée nationale. Si vous prenez le cas de la France, le temps d'antenne surveillé par le CSA est strict. Si vous avez plus de députés à l'Assemblée nationale, vous avez plus de temps de parole en tant que parti politique. Donc je pense que ce sont des mesures, si des dispositions draconiennes sont envisagées pour la création et le fonctionnement des partis politiques, tous qui ne le sont pas vont disparaître et les autres ne pourront pas se faire créer. Nous pensons donc au multipartisme intégral pour les raisons que je venais de mentionner. Nous pensons également, 4, introduire la candidature indépendante au scrutin uninominal à un tour pour les élections législatives. La constitution des listes nationales revenant au seul parti politique. Nous estimons qu'il faut donner la chance à des candidatures indépendantes dans les circonscriptions électorales pour ne pas embrigader le vote par les partis politiques. Et donc, comme pour les mairies, que quiconque qui remplisse les conditions soit capable de faire acte de candidature et se faire élire, naturellement, tout en tenant compte du code électoral qui sera lui aussi très exigeant vis-à-vis de tous ceux qui prétendront à cette élection-là. 5. Introduire la candidature indépendante à l'élection présidentielle avec un nombre important de parrainages d'élus exigés pour tout type de candidature. Je pense que c'est aussi une manière de faire disparaître les partis qui ne représentent absolument rien. Il faut avoir le courage de le reconnaître ici. Pour la plupart, ils se sont créés dans le désordre. Et pour mettre fin à cela, il faut imposer le système de parrainage par des élus. On posera la question de savoir comment le faire à la première élection. Je laisse le soin aux législateurs que vous êtes d'imaginer les meilleures pratiques et les meilleures méthodes. 6. Renoncer à l'idée d'une loi d'habilitation du président de la République entre les sessions de l'Assemblée nationale, ce qui peut empêcher la prise de décision fantaisiste. À défaut, renforcer son caractère exceptionnel. On a vécu ici des cas, lorsque l'Assemblée est en vacances, avant de partir, elle a donné une loi d'habilitation au président de la République qui en a profité pour faire passer tout ce que peut-être
des députés repousserait. J'attire votre attention sur cette loi d'habilitation et nous pensons que si elle n'est pas supprimée, elle doit être rendue plus contraignante, que ce soit de manière très exceptionnelle pour que cela soit, que l'État de la nation le commande. 7. Maintenir le mandat du président de la République à 5 ans, renouvelable une seule fois, comme c'est mentionné dans la Constitution de 2010. 8. Cela aussi fait l'objet de débats. Nous avons beaucoup hésité, mais nous donnons quand même un simple avis. Ne pas limiter l'âge maximum du candidat à l'élection présidentielle. Cependant, envisager des mesures draconiennes en matière de santé physique et mentale. Ce débat-là, il va courir et chacun en dira ce qu'il veut. Ce n'est qu'une simple proposition. 9. Fixer l'âge minimum pour être éligible à l'Assemblée nationale à 23 ans au lieu de 25 ans mentionné dans la Constitution de 2010. Nous pensons qu'avec les réseaux sociaux, avec l'environnement, un jeune de 23 ans peut bien être député. Dans d'autres pays, c'est même moins. Mais nous pensons que comme ce sont des expériences nouvelles, à 23 ans, on peut autoriser un jeune à faire acte de candidature. Et pour nous, ceci permettrait de mettre en synergie la fraîcheur des jeunes et l'expérience des plus âgés. Comme d'ailleurs on peut le constater dans la composition de votre auguste institution, j'en suis particulièrement ravi. 10. Mettre en place un organe de gestion des élections essentiellement technique pour éviter aux partis politiques d'être à la fois juges et partie prenante. On a souvent vécu des difficultés où, lorsqu'un parti n'est pas d'accord sur des décisions prises par la CENI, le parti a demandé simplement à ses représentants de se retirer. Et cela est un vrai handicap. Et nous pensons que quand elle est technique, elle pourra mieux jouir de son indépendance, de son impartialité. 11. Ça, c'est maintenant que je le sais, donc je n'aurais pas dû le mentionner, mais ça me tient à cœur. Donc ça viendra dans les lois organiques. Mentionner de manière explicite la dépénalisation totale des délits de presse, quitte à revoir les amendes, mais nous pensons que la Guinée doit être un exemple. Aujourd'hui, nous sommes cités en exemple pour la dépénalisation partielle des délits de presse. Il y a des pays où la dépénalisation a eu lieu, et lorsque les journalistes ont multiplié les dérapages, les pouvoirs politiques et les députés se sont retrouvés pour réintroduire la pénalisation. Je pense que c'est un mauvais exemple et la Guinée doit jouer le leadership en matière de dépénalisation des délits de presse et des délits commis par voie de presse. Ceci sera en l'honneur de notre pays. 12. J'aurais dû ne pas non plus mentionner ça, mais je le dis comme on a écrit. Intégrer la régulation des réseaux sociaux, des web radios et web télé dans les attributions de l'instance de régulation des médias. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux lois, une loi sur la liberté de la presse et une loi sur la cybersécurité. Nous pensons qu'il faut revoir ça et intégrer dans les attributions
de la haute autorité de la communication, puisque nous militons pour son maintien, afin que les réseaux sociaux, les web radios et les web télé soient encadrés. 13. Harmoniser les lois organiques sur l'organe de régulation des médias et sur la liberté de la presse en matière d'autorisation des radios et télévisions privées. Et je voudrais terminer par un point, j'espère qu'il n'est pas hors sujet dans le développement que je viens de faire. Ça nous tient à cœur. Nous pensons que la Constitution doit durcir les peines contre les auteurs de viols et de violences faites aux femmes. Si ce n'est pas dans la Constitution, mais que dans la loi organique, que cela, ou dans le Code pénal, que cela conduise à des sanctions exemplaires pour éviter les récidives et les imitations. Monsieur le Président du CNT, Mesdames et Messieurs les Présidents de commission, honorables conseillers nationaux, distingués invités, Messieurs, chers doyens, les présidents des institutions constitutionnelles, voici les principales propositions de la Haute Autorité de la Communication. Nous espérons avoir une autre occasion pour aller plus en détail en ce qui concerne la réglementation dans le secteur de la communication qui viserait la promotion de la liberté de la presse, la protection des journalistes et l'exercice du métier dans la plus grande responsabilité et dans la plus grande neutralité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ces contributions. Et nous ferons bon usage. Je vais inviter à présent Maître Amara Bangoura, secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du mérite. Excellences, Monsieur le Président du CNT, respectables conseillers nationaux, Monsieur le Président de l'AHAC, Monsieur le Président de la Chambre nationale des notaires, Mesdames, Messieurs les membres de ces institutions, avant de prendre la parole devant vous, je voudrais m'acquitter d'un devoir, je dirais même d'une obligation, loin d'être une discrimination, mais c'est une pratique chez nous. Et je ne voudrais vraiment pas la défier. C'est celle de présenter mes excuses à mes aînés, à mes encadreurs ici présents dans la salle, qui ont largement contribué pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Monsieur le Président, avec votre permission, permettez que je cite Honorable Mohamed Ali Cham, qui m'a reçu comme stagiaire alors qu'il était magistrat et qui m'a toujours invité dans les séminaires qu'il animait. Permettez-moi également de rendre hommage à Maître Mohamed Traoré, qui vient après, disons, notre promotion vient après eux. Mais laissez-moi vous dire qu'il a été d'un apport utile pour notre promotion. Grâce à lui, moi j'ai pu enseigner dans les amphithéâtres. Pendant 4 années, j'étais son assistant dans les facultés de droit en Guinée ici. Alors je prends la parole ici ce matin pour représenter le grand chancelier de l'Ordre national du mérite, le général Ibrahima Diallo, ici présent,
pour porter la voix de la grande chancellerie de l'Ordre national du mérite. Nous sommes un service relevant du cabinet de M. le Président de la République et nous gérons tout ce qui est distinction honorifique en République de Guinée. Sans compter d'autres missions que je ne peux pas évoquer ici, parce que c'est le cabinet de M. le Président. Monsieur le Président, c'est aussi le lieu pour moi de vous dire félicitations, vous et vos collaborateurs, les conseillers nationaux, parce que les propositions thématiques qui nous ont été communiquées en soi-même nous permettent de rédiger une constitution et qui pourrait donner satisfaction au peuple de Guinée. Ce document, il est très bien élaboré et félicitations vraiment. Cela nous a facilité le travail. Et c'est pourquoi la grande chancellerie a pu répondre ou a pu aborder à presque toutes les thématiques proposées par le CNT. Vraiment merci, ça nous a situés. Cela dit, la grande chancellerie de l'Ordre national de mérite sur le débat d'orientation constitutionnelle reconnaît une constitution comme étant un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations. Elle est considérée comme une loi fondamentale qui rappelle les principes, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'État. La République de Guinée, en raison de son passé historique colonial, a opté depuis pour le système juridique romano-germanique qui présente deux procédures pour adopter une constitution, à savoir la procédure référendaire, donc l'approbation du peuple, la procédure législative, c'est-à-dire une assemblée constituante élue, appelée Assemblée nationale. Suivant les thématiques proposées par le CNT, la grande chancellerie a essayé d'apporter quelques éléments de réponse. 1. Forme de l'État. La grande chancellerie propose un État unitaire, attaché profondément à ses valeurs culturelles et historiques qui constituent le socle de l'unité nationale. Un État attaché profondément à la volonté de tous les citoyens, filles et fils, pour assumer un destin commun par le travail, la justice et la solidarité. Un État attaché profondément à la liberté individuelle et le respect de la personne humaine. Un État qui affirme son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques, ainsi qu'au principe de bonne gouvernance. Un État qui rend l'éducation et la formation des citoyens obligatoires. Un État qui adhère à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et aux instruments juridiques internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Union africaine, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 décembre 1989 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Un État qui proclame le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité dans le strict respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la nation guinéenne. Le respect et la considération d'un État de droit dans lequel l'État et les citoyens
restent soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice impartiale et indépendante. L'élimination sous toutes leurs formes de l'injustice, des inégalités et des discriminations. Un État laïque, démocratique et social qui prône l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Un État qui respecte toutes les croyances. La grande chancellerie de l'Ordre national du mérite opte pour le maintien de la langue officielle, opte comme langue officielle de la Guinée le français. Elle demande cependant à l'État de reconnaître l'existence de toutes les langues nationales. La grande chancellerie sollicite également, comme principe du gouvernement, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La chancellerie opte également pour le maintien de la devise actuelle, le drapeau, ainsi que la dénomination de la capitale en l'État. La grande chancellerie sollicite que l'État unitaire affirme le principe de souveraineté nationale et qu'il dise dans sa constitution que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce à travers ses représentants ou par la voie du référendum. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. Tous les citoyens guinéens des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Sur les intangibilités, maintenir le principe de la révision constitutionnelle et interdire tout effet rétroactif en faveur du demandeur de la dite modification et sous réserve des intangibilités consacrées, notamment le nombre et la durée du mandat du président de la République ou le principe démocratique, le principe de l'alternance démocratique, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, la forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, l'unicité de l'État. 3. Des libertés et des droits fondamentaux. La grande chancellerie opte pour un État qui affirme l'obligation de respecter la personne humaine, de la protéger, de déclarer tous les êtres humains égaux devant la loi. L'État doit garantir à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et ces droits doivent être exercés dans les conditions prévues par la loi. Du pouvoir exécutif, maintenir un exécutif bicéphale, contrairement à la Constitution du 7 mai 2010, consacrer le partage de certaines attributions entre le président de la République, le vice-président et le Premier ministre. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de second tour, la majorité relative suffit pour être élu. En cas de vacance du pouvoir, permettre au vice-président de la République d'achever le mandat en cours, maintenir la durée du mandat de 5 ans et nul ne doit exercer plus de 2 mandats consécutifs. Rendre effectif le poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Garantir les droits des anciens présidents de la République ainsi que les vice-présidents. 5. Du pouvoir législatif. Maintenir les termes de la Constitution du 7 mai 2010 qui consacrait un parlement monocaméral, une seule chambre qui correspond dans le cas guinéen à une assemblée nationale dont le tiers des députés étaient élus au scrutin uninominal à un tour et les 2 tiers étaient élus au scrutin de la liste nationale à la représentation proportionnelle. C'était la proposition de la Constitution du 7 mai 2010.
dans sa première version, bien entendu. 6. Du pouvoir judiciaire et des institutions juridictionnelles. Procéder dans un premier temps à la réhabilitation des dispositions de la Constitution du 7 mai 2010 et des lois organiques portant statut des magistrats et fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux. Procéder dans un second temps à un simple toilettage de la loi organique portant statut des magistrats, le mode de recrutement et la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Il se trouve qu'en Guinée, si on s'intéresse un peu à la composition du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de juridiction, c'est-à-dire le président du tribunal, est en même temps peut-être est membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et pendant qu'il siège au Conseil supérieur de la magistrature, la juridiction est bloquée. Tous les dossiers dont il a en gestion sont renvoyés jusqu'à la fin de la session. Ça complique les choses. Et en même temps, on ne peut pas être chef partout. Président du tribunal, membre du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi de suite. Donc, beaucoup de privilèges à ce niveau. Donc, la grande chancellerie plaide à ce que, quand on est président de juridiction, qu'on soit déchargé de toute autre fonction. Cela est extrêmement important pour rendre fluide la gestion des affaires courantes de la dite juridiction, et ce, à tous les niveaux. Bien. Des institutions juridictionnelles, la grande chancellerie plaide également le maintien de toutes les institutions juridictionnelles telles que prévues par la Constitution du 7 mai 2010. Et la raison est toute simple. Certaines institutions juridictionnelles n'ont jamais fonctionné. Je prends un seul cas, la Haute Cour de justice. Elle n'a jamais fonctionné. Donc, elle n'a pas été expérimentée. Je me demande comment peut-on changer, modifier ou apporter en tout cas des retouches sur une institution qui n'a même pas fonctionné. Donc la grande chancellerie plaide pour son maintien en l'état actuel. Des institutions d'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance. Là également, la grande chancellerie opte pour le format actuel des institutions d'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance. Cependant, elle recommande vivement le renforcement de leurs capacités opérationnelles. En réalité, ces institutions sont des innovations récentes dans l'histoire de notre pays, mais d'un goût inachevé, car elles existent théoriquement sur le papier, mais certaines n'ont jamais fonctionné dans la pratique. Si vous prenez le Haut Conseil territorial, ça n'a jamais fonctionné. À titre d'exemple. 9. Animation de la vie politique. La grande chancellerie opte pour la limitation du nombre de partis politiques en Guinée. Elle plaide également pour l'instauration des candidatures indépendantes aux différents scrutins prévus par la loi. L'organisation du territorial de la République. Maintenir l'organisation territoriale actuelle. Procéder à la vulgarisation de l'actuel code des collectivités. Faciliter le transfert de compétences ainsi que les moyens aux élus locaux. Là également, on sait que certains élus locaux n'ont jamais fonctionné. Donc les préfets, les sous-préfets ont continué à garder leurs compétences et leurs moyens. Donc on ne connaît même pas s'il y a un code de collectivité en Guinée. Donc il y a lieu de vulgariser ce code. Il est très riche. En le parcourant, on peut s'en rendre compte. Il est très riche et il prévoit presque la plupart des cas. 5. Les forces de défense et de sécurité. Appliquer de manière stricto sensu le principe de continuité de service public qui repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption. En effet, les nouvelles autorités doivent évaluer les réformes déjà réalisées pour pouvoir pointer du doigt les manquements et proposer des solutions pour atteindre les objectifs attendus. Enfin, réaffirmer les valeurs républicaines des forces de défense et de sécurité. Au nom de la grande chancellerie, je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour ces contributions. Je profite de la même occasion pour remercier le grand chancelier, et sous le leadership duquel ces travaux ont été menés et ses contributions apportées pour notre institution dans le cadre de son travail de réflexion sur la nouvelle constitution. Merci beaucoup. J'invite Maître Kande Oumar Kamara de la Chambre nationale des notaires de Guinée pour sa contribution. Monsieur le Président du CNT, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, le grand chancelier, Mesdames et Messieurs, avant d'entamer la contribution de la Chambre des notaires de Guinée, je commence par revenir un petit peu sur la loi qui a institué la Chambre des notaires de Guinée, la loi L003-93, qui a institué les notaires de Guinée et qui a défini les statuts qui les régissent. Les notaires sont institués à vie. Ils ont une compétence nationale. Ils sont institués pour recevoir les actes et les contrats auxquels les parties veulent donner le caractère d'authenticité attaché et voulu par la loi, pour en délivrer les expéditions et grosses et archiver, comme on appelle, les minutes, et que les notaires ne sont pas des institutions constitutionnelles. Les notaires appartiennent carrément au pouvoir judiciaire. Au même titre que les avocats, les huissiers, les notaires sont des auxiliaires de justice. Monsieur le Président du CNT, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du Conseil national de la transition, honorables conseillers, Mesdames, Messieurs les invités en vos grades, titres et qualités, l'organisation du débat constitutionnel est le couronnement de plusieurs activités que votre institution, le Conseil national de la transition, a réalisées pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. La Chambre nationale des notaires de Guinée vous remercie de cette belle initiative qui est celle de convier tous nos concitoyens, les populations tant rurales que urbaines, les formations politiques, les organisations syndicales et patronales, les ordres sociaux professionnels, les auxiliaires de justice, les magistrats, etc. Chacun, en ce qui le concerne, a donné son avis, son point de vue, ou à faire des contributions et des recommandations au visa des termes de référence devant servir de socle au pouvoir constituant originaire dont vous représentez ici dans cette salle pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Depuis 1990, avec la loi fondamentale,
la Guinée a jeté les bases de la démocratie, de ce texte fondateur, ainsi que de toutes les autres constitutions que la Guinée a adoptées. Nous sommes en droit de dire ici que notre pays ne manque pas de références historiques comme acquis. L'acquis démocratique, bien entendu, le principe de l'égalité, le principe de l'indépendance de la justice, le principe de non-discrimination, le principe de la transparence et de la sincérité électorale, le multipartisme, les droits et les libertés fondamentaux, le fonctionnement de l'État dans un système démocratique. La Chambre nationale des notaires de Guinée recommande en priorité la préservation de ces acquis, notamment ceux consacrés par la Constitution du 7 mai 2010. Bref, la Chambre propose que la Constitution de 2010 soit une référence en sus des différentes contributions des uns et des autres, notamment sur la laïcité, l'unicité de l'État, la forme républicaine de l'État, la séparation du pouvoir, l'alternance démocratique, la durée de mandat présidentiel, parlementaire, etc. La Chambre recommande aussi, en ce qui concerne le mandat présidentiel, une durée de 7 ans renouvelable une fois. Peut-être ça pourrait permettre au président qui vienne, peut-être avec la durée de 5 ans renouvelable 2 fois, qui suscite le plus souvent peut-être le tripatouillage de la Constitution en vue de se maintenir. Peut-être que si on arrive à essayer peut-être la durée de 7 ans renouvelable une fois, les présidents ils auront le temps peut-être de finaliser et de dérouler leur programme. En ce qui concerne les droits et les libertés fondamentaux, ils sont déjà définis clairement par la Constitution de 2010. La Chambre sollicite la future Constitution puisse embarquer ces mêmes dispositions. Toujours au niveau des droits sur la propriété foncière, la Chambre attire spécialement l'attention des honorables conseillers que soit inscrit dans la future Constitution l'établissement ou la rédaction d'actes authentiques reçus par devant notaire pour toute cession ou vente d'un bien immeuble, de telle sorte que la relecture prochaine du Code foncier domanial tirerait son origine et sa base légale dans la nouvelle Constitution elle-même. En effet, honorables conseillers, ce n'est un secret pour personne que 75% des litiges ou contentieux pendant dans nos cours et tribunaux portent sur le foncier. La cause, selon les acteurs et professionnels du foncier, serait liée à l'établissement des documents sous seing privé, pompeusement appelés attestation de cession ou attestation de donation, délivrés dans les quartiers par certains chefs de quartier qui n'ont ni la formation, ni la qualité, ni le droit, encore moins la formation requise pour établir un tel acte. Ainsi, honorable conseiller, un même vendeur de terrain, en effet, peut vendre une même parcelle. Une même parcelle à 1, 2, voire 3 personnes. Chacun se réclamant à 3 personnes
chacun se réclamant la propriété de la dite parcelle, entraînant par ce fait des litiges entre eux. Devant les cours et tribunaux du pays. Première instance, Cour d'appel, Cour suprême. Et cette affaire litigieuse revient encore pour un perpétuel recommencement. C'est un vide juridique que la nouvelle Constitution doit définitivement combler. Car le Code foncier domanial est un vieux texte datant de 1992, en cours encore. Donc, ni le Code foncier domanial, qui est un vieux texte, ni les textes constitutionnels antérieurs n'ont disposé dans ce domaine socio-économique. Honorable conseiller, chaque Guinéen a droit à un logement, à une maison, mais encore faut-il qu'il soit sécurisé ou que la transaction soit sécurisée pour la paix sociale et l'ordre public dans la cité. Honorable conseiller, je me suis donné tout ce temps pour vous décrire ce que tous les Guinéens vivent au quotidien dans leurs droits et besoins d'acquérir une propriété avec tous ces risques. Alors que dans les autres pays, l'acquisition d'un bien immeuble se fait par acte authentique devant notaire, donc systématiquement par acte notarié. C'est pourquoi nous vous demandons très humblement que la future Constitution puisse prévoir au niveau des droits fondamentaux, notamment sur les droits de la propriété foncière, et que la cession de l'acte authentique se fasse par la cession d'un bien immeuble se fasse par acte authentique, par devant notaire, ainsi que ça se passe dans les autres pays de la sous-région et même de la France. Le notaire est un auxiliaire de justice, délégataire d'une partie des prérogatives de puissance publique pour conférer aux actes le caractère d'authenticité défini et voulu par la loi. Il a les outils et l'expertise nécessaires pour sécuriser, cher honorable conseiller, vos transactions immobilières. Honorable conseiller, l'établissement de l'acte de cession ou de l'acte de vente par acte notarié constitue l'une des recommandations des États généraux du foncier qui viennent de se tenir il y a quelques mois par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Et de l'aménagement du territoire, ainsi que le toilettage du Code foncier et domanial de 1992. Honorable conseiller, une fois encore, je reviens, nous vous demandons très humblement pour la paix sociale et pour l'ordre public social et économique, que la future Constitution puisse prévoir au niveau des droits sur la propriété foncière, notamment sur le mode d'acquisition de biens immeubles, qu'elle se fasse par acte authentique. Concernant le pouvoir judiciaire, la Chambre recommande la protection des magistrats pour une justice indépendante. La future Constitution doit embarquer des dispositions qui protègent encore plus les magistrats et leur donner ainsi plus d'indépendance pour leur permettre de rendre une justice exclusivement au nom du peuple de Guinée. Honorable conseiller, j'attire votre attention sur un fait en ce qui concerne la Constitution. La Constitution de 2020 avait supprimé la notion d'exception d'inconstitutionnalité qui était prévue dans la Constitution de 2010.
qui est le seul moyen d'accès à la justice constitutionnelle par les citoyens, qu'elle soit vivement reprise dans la nouvelle Constitution. Concernant la composition de la Cour constitutionnelle, la Chambre des notaires recommande qu'une place soit attribuée à la Chambre des notaires de Guinée dans sa composition, avec un notaire ayant au moins 10 ans d'expérience dans la pratique du métier. Parmi les structures qui doivent proposer les membres au même titre que les avocats, les magistrats, les juristes, car nous avons les mêmes formations et le même cursus. Par rapport à l'organisation judiciaire, la Chambre propose la création d'une juridiction spéciale pour connaître les litiges sur le foncier. Donc, la création d'une juridiction spéciale pour connaître les litiges sur le foncier. Honorables conseillers, certains pays de la sous-région ayant les mêmes problèmes sur le foncier comme le nôtre ont déjà mis en place une juridiction spécialement chargée des affaires foncières. C'est le cas au Bénin. C'est vrai que ce n'est pas dans la Constitution, mais la création par une loi organique de cette juridiction spéciale pour connaître spécifiquement le contentieux sur le foncier serait une des solutions s'inscrivant dans la même lancée que la prévision dans la future Constitution, la réception par acte notarié sur un bien immeuble. Concernant le Conseil économique, social et environnemental, la Chambre recommande que la composition et le fonctionnement de cette institution soient revus de façon à être plus représentatifs. En conséquence, la Chambre recommande qu'une place lui soit attribuée dans la composition et le fonctionnement des membres du Conseil économique, social et environnemental, et cela en considération du rôle éminemment important que jouent les notaires dans le tissu socio-économique de notre pays. Je tiens enfin à attirer l'attention des honorables conseillers sur une notion d'actualité dans les constitutions des pays où la défense des droits et de la sécurité des citoyens est sans commune mesure. C'est la sécurité juridique. La sécurité juridique étant un impératif de protection des citoyens contre l'insécurité juridique. Il s'agit des risques résultant des difficultés d'accès au droit par défaut de clarté, défaut de lisibilité du droit, de ses incohérences et complexités et de ses modifications fréquentes. Cette notion était absente en tant que telle du corpus constitutionnel de la République de Guinée. Mesdames, Messieurs, honorables conseillers, j'ai tenté ici d'apporter ma modeste contribution aux grandes lignes tracées dans les propositions thématiques pour le débat d'orientation constitutionnelle. Le débat d'orientation constitutionnelle va fournir donc une contribution importante à la cohésion nationale et à la perception que la Guinée a d'elle-même. Notre pays dispose ainsi d'une assise solide pour entreprendre les réformes qui s'imposent. Je suis persuadé que la Guinée nécessite en outre un travail politique quotidien, un appareil débat en profondeur et que cette recherche de l'essentiel et du fondamental constitue un pas en avant. Honorables conseillers, avant de finir, je tiens aussi à attirer votre attention par rapport
aux aménagements sauvages qui se font dans nos localités de Breka, Koya et autres, qui se font sans aucun encadrement par des gens qui se font appeler, c'est vrai, ils ont coutumier, c'est vrai que les dispositions de l'article 39 du Code foncier domanial, la prescription acquisitive, font qu'aujourd'hui, c'est vrai, ces occupants primaires, ils ont ces propriétés, mais j'attire l'attention des honorables conseillers que la nouvelle constitution puisse organiser, réglementer ces aménagements-là. Parce qu'aujourd'hui, nos parents en province sont carrément dépouillés de leurs biens par des gens qui se font appeler promoteurs immobiliers et qui viennent avec des machines, ils font des aménagements et puis à chaque 10 parcelles, ils prennent 6, ils donnent 4 à nos parents. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorables conseillers nationaux, conformément à l'ordre du jour de la présente séance plénière, nous venons d'épuiser les points inscrits à son ordre du jour. Et le débat se poursuivra demain sous la protection d'Allah. Et je remercie tous ceux qui ont pris la parole à l'occasion de cette série de plénières consacrée au débat d'orientation constitutionnelle. Et la Cour suprême nous a informé qu'elle apportera sa contribution par écrit. Et de tout compte fait, après le débat d'orientation constitutionnelle, il y a un exercice qui impliquera les institutions républicaines. C'est le dialogue institutionnel. Et les contributions qu'elles viennent maintenant ou après, et il y a une séance de discussion prévue en bilatéral entre le CNT et les institutions républicaines. La séance est levée.